nous plongeons au cœur d'une affaire qui a secoué le monde entier, l'histoire de Reeva Steenkamp et Oscar Pistorius, une romance qui semblait parfaite, brisée dans la nuit du 14 février 2013. Derrière les apparences se cachent des zones d'ombre troublantes. Ce qui ressemble à un accident pourrait dissimuler une vérité bien plus sombre. Bienvenue dans cette enquête sur un drame qui continue de soulever des questions. Avant de commencer, soutenez notre travail en laissant un like et en vous abonnant. Vos commentaires nous aident à continuer. Sans plus attendre, entrons dans les faits. Reeva Steenkamp naît le 19 août 1983 à Cape Town, en Afrique du Sud. Elle grandit à Port Elizabeth, ville côtière de la province du Cap-Oriental. Sa famille appartient à la classe moyenne. Ses parents, Barry Steenkamp, entraîneur de chevaux de course, et June Steenkamp, l'élève dans la foi chrétienne. Elle partage son foyer avec 2 demi-sœurs nées du précédent mariage de son père. Dès l'enfance, Reeva se distingue par son intelligence et sa détermination. Elle fréquente la St. Dominic's Priory School, établissement catholique privé de Port Elizabeth. Port Elizabeth est une ville portuaire majeure du sud de l'Afrique du Sud. Connue pour ses plages et son climat agréable, elle abrite également une industrie automobile importante. Son port figure parmi les plus actifs du pays et joue un rôle économique crucial. Reeva se passionne très tôt pour le droit et la justice. Cette passion la conduit naturellement vers des études de droit à l'université de Port Elizabeth. L'établissement devient plus tard la Nelson Mandela Metropolitan University. En 2005, elle obtient son diplôme avec l'ambition de devenir avocate. Parallèlement, le monde du mannequinat la séduit. Cette jeune femme magnifique possède tous les atouts pour réussir dans ce domaine. Dès l'adolescence, elle pose pour diverses campagnes publicitaires en Afrique du Sud. Cette carrière prend progressivement une place centrale dans sa vie. Malgré ses aspirations juridiques, elle devient l'un des visages les plus reconnus du pays. Elle multiplie les collaborations avec de grandes marques. En 2011, elle décide de s'installer à Johannesburg pour poursuivre son rêve. Son parcours témoigne d'une ambition remarquable. Diplômée en droit, elle enchaîne les contrats de mannequinat et se forge une solide réputation. Sa notoriété ne cesse de croître dans le paysage médiatique sud-africain. Reeva devient présentatrice pour FTV en Afrique du Sud. Elle prête son image à plusieurs grandes marques et fait la couverture du magazine FHM. Elle devient le visage de la célèbre enseigne de cosmétiques Avon. Dans les pages de FHM, on la décrit comme une femme belle, intelligente et chaleureuse. On souligne son sens de l'humour malicieux. L'agence qui la représente, Capacity Relations, la qualifie d'ange tombé sur terre. Son extrême gentillesse marque tous ceux qui la côtoient. Grâce à son charisme et son talent, elle construit une carrière prometteuse. Lors d'une cérémonie de remise de prix en Afrique du Sud, Reeva Steenkamp et Oscar Pistorius apparaissent ensemble pour la première fois. À ce moment, elle affirme qu'ils ne sont que de simples amis. Quelques mois plus tard, en novembre 2012, leur relation devient officielle. Le couple attire rapidement l'attention des médias et fascine l'opinion publique. Ils deviennent le couple phare du pays, enchaînant les apparitions médiatiques. Régulièrement, ils font la une des journaux. Dans les mois précédant sa mort, Reeva partage sur les réseaux sociaux un collage de photos avec Oscar. Elle le décrit comme l'une de ses personnes préférées sur Terre. Peu après, elle publie un message empreint de tendresse. Le seul homme dont vous avez besoin dans votre vie est celui qui prouve qu'il a besoin de vous dans la sienne. Tout laisse penser qu'ils ont tout pour être heureux. Mais qui est cet homme qui partage sa vie ? Oscar Pistorius naît le 22 novembre 1986 à Pretoria, en Afrique du Sud. Il est issu d'une famille d'origine britannique. Son père est homme d'affaires, sa mère propriétaire d'entreprise. Dès sa naissance, Oscar affronte des défis majeurs. Il naît sans péroné, l'os essentiel au soutien de la cheville et du mollet.
Cette malformation conduit à l'amputation de ses 2 jambes à l'âge de 11 mois. Dans son enfance, il fait preuve d'une détermination sans faille. Il pratique divers sports et se distingue particulièrement dans l'athlétisme. Il développe une passion pour la course. Malgré ses prothèses, il poursuit ses rêves sportifs avec un enthousiasme remarquable. Il prouve qu'il peut rivaliser avec des athlètes valides. Sa carrière d'athlète prend son envol à partir des années 2000. Il connaît un immense succès en sprint. En 2004, il remporte sa première médaille d'or aux Jeux paralympiques d'Athènes sur 200 mètres. Il enchaîne ensuite les succès, participant aux championnats mondiaux. Il remporte plusieurs médailles d'or dans les compétitions paralympiques. L'un des aspects les plus impressionnants de sa carrière survient en 2012. Il se qualifie pour les Jeux olympiques de Londres. Il devient le premier athlète amputé à participer à une compétition olympique avec des athlètes valides. Oscar court dans le relais 4x400 mètres et marque l'histoire par son courage. Il fait également des études en gestion d'entreprise à l'université de Pretoria. Il est évidemment plus reconnu pour ses réalisations sportives que pour ses études. Il grandit dans une famille aimante, mais marquée par un drame. Sa mère Sheila décède prématurément en 2002. Reva et Oscar semblent parfaitement assortis. Ils partagent la même ambition et la même quête de réussite. Sur les réseaux sociaux, elle exprime constamment son affection. Elle l'appelle affectueusement « mon bout » et publie des clichés de leurs vacances. Leurs moments complices ensemble donnent l'image d'un couple épanoui et accompli. Mais comme dans toutes les relations, tout n'est pas aussi parfait qu'il n'y paraît. Les investigations révéleront plus tard une série de messages troublants. Ces échanges dessinent le portrait d'une relation bien plus complexe. Derrière leurs sourires et leurs publications enjouées, des tensions émergent. La jalousie, les disputes et les incompréhensions s'installent peu à peu. Dans certains SMS, Riva reproche à Oscar son comportement possessif et autoritaire. Ces messages laissent entrevoir des difficultés bien plus profondes qu'un simple désaccord de couple. À travers WhatsApp, Riva se confie à lui en exprimant son mal-être. « Tu m'as excessivement harcelé, je fais tout pour te rendre heureux et toi, tu fais tout pour faire des crises de colère. » Moins de 3 semaines avant le drame, elle envoie un message glaçant. « J'ai parfois peur de toi, de la façon dont tu me parles et de tes réactions envers moi. » Ces mots dépeignent une réalité troublante. Une femme qui, derrière son sourire éclatant et ses publications enthousiastes, ressent une peur croissante dans sa propre relation. Pourtant, malgré ces tensions, Reva semble impatiente à l'approche de la Saint-Valentin. Très active sur Twitter, elle s'adresse à ses abonnés avec excitation. Elle partage sa joie quant à cette fête qui approche. Elle ignore alors que ce 13 février sera la dernière journée de sa vie. Avant même que le soleil ne se lève, Reva Steenkamp ne sera plus de ce monde. Ce soir-là, la jeune femme passe la nuit dans la luxueuse demeure d'Oscar. La résidence est située dans la communauté sécurisée de Silverwood Country Estate. Le domaine se trouve à une 50aine de kilomètres au nord de Johannesburg. Ces dernières heures restent malheureusement floues. Une seule personne peut réellement témoigner de ce qui s'est passé. Voici ce que nous savons. Aux premières heures du matin du 14 février 2013, vers 3h20, Oscar passe plusieurs appels téléphoniques. Il est dans un état d'urgence évident. Il contacte d'abord son voisin, puis les services d'ambulance. Il alerte ensuite l'équipe de sécurité du domaine. Son message est clair. Un drame vient de se produire. Riva a été touché par balle. Peu de temps après, il soulève son corps inerte du sol de la salle de bain. 3 projectiles l'ont atteinte. Il la porte en bas près de l'entrée. Un voisin, alerté par les appels à l'aide, arrive en quelques instants. Il découvre Oscar tentant désespérément de réanimer sa petite amie. Il lui fait des massages cardiaques et du bouche à bouche. Reva respire encore difficilement. Un gargouillement à peine perceptible se fait entendre. Dans l'urgence, ils improvisent un garrot sur son bras. Ils espèrent contenir l'hémorragie
provoquée par l'une des blessures par balle. Un autre voisin, Johann Stipp, médecin de profession, rejoint rapidement la scène. Il tente d'ouvrir ses voies respiratoires en effectuant une manœuvre de la mâchoire. Malheureusement, il est trop tard. Reva ne respire plus. Son pouls est inexistant. Elle est décédée sur place. Lorsque les secours et la police arrivent sur la scène du drame, ils trouvent que son corps est tendu juste derrière la porte d'entrée. Oscar, son petit ami, est torse nu et couvert de sang. On lui demande de se déplacer vers la cuisine pour laisser les médecins intervenir. Tout en se déplaçant, il répond aux questions pour aider à comprendre ce qui s'est passé. Il formule alors une requête étrange. « Puis-je me laver les mains ? L'odeur me donne la nausée. » Rapidement, les enquêteurs réalisent que la véritable scène du crime se situe à l'étage, dans la salle de bain attenante à la chambre principale. En inspectant les lieux, ils découvrent la porte fracassée. Plusieurs impacts de balles percent la porte. Elle est brisée sous l'effet d'un objet lourd. Sur le sol gît une batte de criquet ensanglantée. Oscar l'aurait utilisée pour défoncer la porte après avoir constaté qu'elle était verrouillée de l'intérieur. À proximité, l'arme du crime est bien visible, un pistolet de 9 mm. Face aux enquêteurs, Oscar affirme qu'il s'agit d'un accident tragique. Selon lui, tout aurait commencé la veille au soir vers 22h. Il se couche aux côtés de sa petite amie Reva. La climatisation étant hors service, il place des ventilateurs près de la porte-fenêtre du balcon. Il espère ainsi rafraîchir un peu la pièce. Cette nuit-là, à cause d'une douleur persistante à l'épaule, il dort du côté gauche du lit. Ce n'est pas son habitude. Près de lui, sur le sol, reposent son iPad et ses prothèses. De l'autre côté, les affaires de Riva sont dispersées, son sac à main, ses sandales, diverses affaires. Il explique s'être réveillé vers 3 heures du matin. La chaleur et l'humidité le tiennent éveillé. Reva, également réveillé, lui aurait alors demandé d'une voix douce s'il était bien réveillé. Oscar se lève du lit, laissant ses prothèses derrière lui. Il déplace ses ventilateurs à l'intérieur pour rafraîchir la pièce. Puis, il tire les rideaux afin de bloquer la mince bande de lumière qui s'infiltre. C'est à ce moment qu'il entend un bruit provenant de la salle de bain. Selon lui, il s'agit d'une fenêtre qui s'ouvre. Immédiatement, il pense à un intrus. Peut-être que quelqu'un utilise une échelle pour accéder à l'étage. Toujours sur ses jambes coupées, sur ses moignons, Oscar retourne précipitamment vers son lit. Il saisit son arme, un pistolet 9 mm qu'il garde toujours sous son matelas. Il chuchote à Riva de contacter la police. Puis, il se déplace dans le couloir, le dos plaqué contre le mur pour mieux garder son équilibre. Il affirme alors avoir sommé l'intrus de sortir. Il crie à nouveau à Riva d'appeler les secours. D'après ses dires, l'absence de ses prothèses le rend particulièrement vulnérable face à une menace potentielle. Il croit entendre la porte de la salle de bain s'ouvrir légèrement. Pris de panique, il tire à 4 reprises en direction de la porte. Après avoir vidé son chargeur, il recule lentement vers la chambre. Son arme reste toujours braquée sur la salle de bain. Il s'attend à tout moment à voir un agresseur surgir. Lorsqu'il saute sur le lit, il cherche Riva à tâtons. Il est persuadé qu'elle est encore couchée. Malheureusement, elle n'est pas là. D'abord, il pense qu'elle s'est cachée sous le lit ou derrière les rideaux. Pourtant, en scrutant la pièce entièrement, il réalise qu'elle est introuvable. Soudain, il se met à penser « Et si c'était elle qui était dans la salle de bain ?» Il s'approche de la porte et tente de l'ouvrir. Mais elle est fermée à clé. L'angoisse monte. Il retourne alors dans la chambre, enfile ses prothèses, ouvre les rideaux et hurle à l'aide, mais il sait qu'il doit agir vite. Il fonce vers la salle de bain et tente d'enfoncer la porte à coups d'épaule. Rien n'y fait. Il attrape alors une batte de criquet et frappe à plusieurs reprises. Il parvient à percer un trou dans le bois. Heureusement, cela fonctionne. Il parvient à déverrouiller la porte. Malheureusement, ce qu'il découvre le glace d'effroi. Reva est effondrée sur les toilettes dans un état piteux. Il se précipite vers elle, hurle son nom, tente de la réveiller.
En panique, il court récupérer son téléphone posé sur le lit, il retourne à ses côtés et appelle à l'aide. Selon sa version, il maintient qu'un intrus est entré dans la maison cette nuit-là, mais les circonstances ont fait qu'il s'est trompé de cible. L'histoire qu'Oscar raconte ne convainc absolument pas les enquêteurs. Cette nuit-là, il n'y avait que lui et Riva dans la maison. Aucun signe d'effraction, aucun mouvement suspect sur les caméras de surveillance. Rien n'indique qu'un cambrioleur ait pu pénétrer à l'intérieur, encore moins par cette fameuse fenêtre. Dès le lendemain, la police l'accuse du meurtre de Reeva Steenkamp. Cette accusation n'est pas sans fondement. Oscar Pistorius, bien qu'acclamé pour son parcours olympique incroyable, est connu des autorités. Il a des antécédents de violence. Ce n'est pas la première fois que la police intervient à son domicile pour un incident impliquant une femme. En 2009, il avait été accusé d'agression après qu'une invitée à une soirée avait signalé avoir été frappée par lui. À l'époque, il s'en était sorti avec un simple avertissement. Mais cette fois, la situation est bien différente. En 2014, Oscar se retrouve face à la justice. Son procès capte immédiatement l'attention du monde entier. Un athlète de renom, une nuit tragique, une audience scrutée par les médias du globe. L'affaire fascine autant qu'elle choque. Le Blade Runner, autrefois symbole de dépassement de soi et d'exploits sportifs, se tient désormais dans le box des accusés. Il est inculpé de meurtre. Le 3 mars 2014 marque le début de son procès qui durera 7 mois. Des millions de téléspectateurs suivent en direct les audiences. Le destin du champion paralympique se joue sous les yeux du monde. Sa défense repose sur un argument aussi simple que troublant. Persuadé que sa compagne Reeva Steenkamp était un intrus, il a ouvert le feu pour se protéger. Ce n'est qu'après avoir fracassé la porte qu'il a réalisé son erreur. Mais à ce moment-là, il était déjà bien trop tard. Pourtant, l'accusation présente une toute autre version des faits. Dès les premières audiences, les procureurs s'attaquent aux incohérences de son récit. S'il croyait vraiment à la présence d'un cambrioleur, pourquoi n'a-t-il pas d'abord vérifié où était Reeva ? Après tout, elle se trouvait sous le même toit que lui. Il affirme avoir agi dans la panique, craignant pour sa propre vie. Mais avant d'attraper son arme, il est passé devant le côté du lit où dormait Reeva. Ses affaires personnelles étaient éparpillées au sol. Pourtant, au lieu de chercher à la protéger, il s'est dirigé directement vers la salle de bain. S'il était en proie à une telle terreur comme il le prétend, pourquoi n'a-t-il pas instinctivement cherché à protéger la femme qu'il aimait ? Elle se trouvait à quelques mètres seulement. Pour les procureurs, l'histoire de l'intrus relève purement et simplement de la fiction. Ils avancent alors une autre hypothèse. Une dispute a éclaté entre Oscar et Reeva dans la même soirée. Selon eux, la tension est montée et la jeune femme s'est réfugiée dans la salle de bain. Elle s'y est enfermée par peur. Des témoins viennent appuyer cette version. Des voisins affirment qu'aux alentours de 3 heures du matin, ils ont entendu des cris et des hurlements. Ces bruits provenaient de la maison d'Oscar, suivis de plusieurs détonations. L'accusation soutient que ces éléments prouvent qu'une altercation a eu lieu avant la fusillade. Le fait d'avoir entendu ces bruits à 3 heures du matin, 20 minutes avant les premiers appels d'Oscar, prouve qu'il y a eu une dispute cette nuit-là. Une altercation quelconque qui n'a absolument rien à voir avec la version d'Oscar. Il prétend qu'un cambrioleur est venu chez lui et qu'en voulant tirer sur l'intrus, il a tiré sur sa femme. Dans ce cas-là, pourquoi y aurait-il eu des cris ? Lorsque les enquêteurs ont découvert le corps de Reeva, il avait été descendu par Oscar lui-même, en bas près de la porte d'entrée. Mais son nom, au départ, avant qu'il ne l'amène en bas, elle était aux toilettes. Accroupie près des toilettes, derrière la porte verrouillée. La jeune femme a été abattue alors qu'elle portait encore son short. Un détail qui suggère aux policiers qu'elle ne se trouvait pas du tout dans la salle de bain pour utiliser les toilettes, mais qu'au contraire, elle était simplement en train de se cacher. Ce qui s'est passé cette nuit-là n'a rien d'un accident.
Oscar Pistorius ne s'est pas contenté de tirer une fois. Il a fait feu à 4 reprises à travers la porte de la salle de bain. Les balles utilisées étaient des munitions à pointe creuse, conçues pour infliger des blessures maximales. L'accusation ne laisse planer aucun doute. Oscar n'a pas tiré par erreur ni par peur, mais par rage et par désespoir. Des messages échangés entre lui et Reva viennent renforcer cette thèse. Leur relation, bien loin de l'image du couple idéal, est marquée par des accès de jalousie, des tensions et des comportements toxiques. Les experts balistiques confirment que les balles utilisées par l'homme sont faites pour se déformer à l'impact, causant des lésions internes irréversibles. Pourquoi quelqu'un garderait-il une arme chargée avec ce type de munitions sous son lit ? Une chose est certaine, cette nuit-là, Reva n'avait aucune chance de survie face à son petit ami. L'avocat de la défense d'Oscar s'emploie à réfuter l'hypothèse d'une dispute ayant précédé le drame. Selon lui, les cris entendus par les voisins ne sont pas ceux d'une querelle, mais bien ceux d'un homme anéanti, réalisant avec horreur qu'il vient d'abattre sa compagne par erreur. Des témoins viennent appuyer cette version. Peu de temps après la fusillade, en arrivant sur place, ils ont découvert Oscar en larmes. Il hurlait sur le corps de Reva, secoué par le désespoir et la colère face à l'ampleur de la tragédie. Mais un détail en apparence anodin s'apprête à bouleverser le procès. Oscar Pistorius portait-il ses prothèses au moment des tirs ? Pour l'accusation, la réponse à cette question change absolument tout. Ils avancent qu'Oscar, pris de panique, n'aurait pas eu le temps d'enfiler ses prothèses avant d'ouvrir le feu. Ce détail implique que s'il a pris le temps de les mettre, alors son acte n'a rien d'un réflexe instinctif, mais relève d'une décision préméditée. Selon les procureurs, Oscar Pistorius n'a absolument pas réagi dans un élan de panique. Il s'était préparé à tirer. La défense, elle, s'accroche à un élément clé, l'angle des impacts de balles dans la porte de la salle de bain. Les experts cités au tribunal ont analysé ces traces avec minutie. Selon leurs conclusions, les tirs ont été effectués depuis une position basse, suggérant qu'Oscar était effectivement sur ses moignons au moment de la fusillade. Il n'aurait donc pas eu le temps d'enfiler ses prothèses, renforçant ainsi l'idée qu'il a agi sous l'effet de la peur et non après une quelconque réflexion. Ce débat autour des prothèses devient un véritable champ de bataille judiciaire. Pour frapper les esprits et appuyer leur argumentation, les avocats d'Oscar vont jusqu'à lui demander de marcher dans la salle d'audience sans ses prothèses. Le but, montrer à quel point il est vulnérable sans elles. Face au jury, Oscar avance difficilement. Son équilibre précaire accentue sa fragilité. L'image est forte, celle d'un homme en position d'infériorité physique, submergé par la peur face à une menace perçue. La défense cherche à convaincre que dans cette situation de détresse, il a pu réagir de manière excessive, persuadé de devoir protéger Reva et lui-même. Lorsqu'il prend la parole, Oscar insiste sur cette version des faits. Pour lui, il n'a pas tiré pour tuer sa petite amie, mais pour la défendre. Dans son esprit qu'il croyait faire face à un intrus, à cet instant, il n'a pas vu la porte de la salle de bain. Il a seulement vu un danger. Pour expliquer cette réaction extrême, il évoque un épisode de son passé. En 2009, il a frôlé la mort dans un accident de bateau. Cet événement l'a laissé avec une peur viscérale de perdre la vie, une peur qui l'a hanté pendant des années. Selon lui, cette angoisse ancrée dans son subconscient peut expliquer pourquoi cette nuit-là, il a réagi avec une telle brutalité, face à ce qu'il croyait être une menace mortelle. Mais cette peur, affirme Oscar, ne vient pas seulement de son accident de bateau, elle est bien plus profonde. Elle s'est nourrie d'un autre épisode encore plus brutal. Il raconte une nuit où, alors qu'il conduisait sur une autoroute en Afrique du Sud, il a été pris pour cible. Un acte d'une violence inouïe qui aurait pu lui coûter la vie. Cet événement n'était clairement pas isolé. Dans le box des accusés,
Oscar insiste sur la violence omniprésente dans son existence. De nombreux membres de ma famille ont été victimes de cambriolages et d'agressions. Il décrit les traumatismes vécus par ses proches, notamment son père qui a été kidnappé à 2 reprises lorsqu'Oscar était enfant. Son monde a toujours été façonné par l'insécurité. Il est vrai que l'Afrique du Sud n'est pas réputée pour être un endroit ultra sécurisé. La peur d'être attaqué, la peur d'être impuissant, la peur de ne pas pouvoir protéger ce qu'il aime. Toutes ces peurs faisaient que potentiellement, l'homme avait pu agir simplement parce qu'il était pris de panique. Mais cette peur justifie-t-elle ce qui s'est passé cette nuit-là? Le tribunal reste partagé. Le 12 septembre 2014, le verdict tombe enfin. Oscar Pistorius échappe à la condamnation pour meurtre prémédité. Il est également déclaré non coupable de meurtre au second degré. Sa peine est relativement courte. Il n'écope que de 5 ans de prison. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. 10 mois après son incarcération, Oscar demande une libération conditionnelle. Oui, seulement 10 mois après. Une décision qui, vous vous en doutez, choque l'opinion publique. Elle provoque une vague d'indignation. Son dossier est bloqué pendant un temps. Finalement, après 1 an derrière les barreaux, il est autorisé à purger le reste de sa peine en résidence surveillée, dans la luxueuse demeure de son oncle. Mais il ne s'y attarde pas longtemps. 1 an plus tard, la Cour suprême d'appel revient sur la décision initiale. Le jugement pour homicide coupable est annulé. Cette fois, Oscar Pistorius est reconnu coupable de meurtre. Pourquoi? Simple. Selon les juges, tirer 4 balles à travers une porte fermée ne pouvait pas être un accident. Il aurait dû savoir qu'en appuyant sur la détente, il risquait de tuer quelqu'un. L'accusation réclame une peine de 15 ans de prison pour Oscar, accusé cette fois de meurtre. Pourtant, il est renvoyé en détention pour seulement 6 ans, soit moins de la moitié de cette peine. Toutefois, la Cour suprême d'appel reviendra sur cette décision. Elle double plus tard sa condamnation à 13 ans et 5 mois de prison. Après avoir été envoyé dans une prison de sécurité maximale, il est détenu parmi les criminels les plus dangereux d'Afrique du Sud. Il est transféré par la suite dans un établissement à faible risque. Initialement, Oscar devait demander sa libération conditionnelle en 2023. Mais celle-ci lui est refusée. Ce n'est qu'en 2024, après avoir purgé 9 ans de sa peine de 13 ans de prison, qu'il obtient la liberté. Il est libéré le 4 janvier 2024. La perte tragique de Reeva Steenkamp, une jeune femme promise à un avenir brillant, reste suspendue dans l'air. Sa vie a été brutalement écourtée. Son histoire, celle d'une jeune femme remplie d'amour, d'ambition et de rêves de succès, a été éclipsée par la violence. Des interrogations restent sans réponse. Pour Oscar Pistorius, autrefois vu comme un symbole de triomphe face à l'adversité, la nuit du 14 février 2013 a marqué un tournant décisif. Ce moment fatidique a plongé sa vie dans une spirale qui bouleversera son héritage à jamais. Alors, était-ce un accident tragique? Une erreur de jugement? Ou bien quelque chose de plus sinistre? Les événements entourant cette affaire, les drames qui se sont déroulés dans la salle d'audience et les témoignages contradictoires ont créé plus de questions que de réponses. Aujourd'hui, alors qu'Oscar a retrouvé sa liberté, la mémoire de Reeva persiste. Elle demeure le symbole d'une vie enlevée trop tôt. Une vie qui a peut-être été fauchée par la main de celui qui, un jour, avait juré de l'aimer. En fin de compte, la vérité complète pourrait rester inaccessible jusqu'à la fin. Cependant, une certitude demeure. Le 14 février 2013 restera à jamais marqué par la tragédie. Un jour où l'amour s'est transformé en violence. Un jour où la justice, pour certains, semble toujours inachevée. Avant de clore cette vidéo, je vais vous demander de me dire ce que vous pensez de cette affaire dans les commentaires. Pensez-vous qu'Oscar a assassiné sa femme de son plein gré ou s'agissait-il, comme il le prétend, d'un simple accident? Personnellement, quoi qu'il arrive, je considère qu'il méritait pleinement la prison. D'une part, ce n'est pas de la légitime défense.
Il n'était absolument pas en danger. La porte était fermée. Cela pouvait autant être un oiseau qu'un cambrioleur que sa femme dans cette salle de bain. On est censé prendre plus de précautions. Pourquoi n'a-t-il pas réagi lorsque sa femme ne lui a pas répondu? Il a crié plus d'une fois à sa copine de se mettre en sécurité, d'appeler les urgences, mais celle-ci n'a jamais répondu. Au bout d'un moment, pose-toi les bonnes questions. En plus de cela, on ne tire pas juste parce qu'on entend des bruits dans sa salle de bain. Tu ne fais pas ça parce que cela peut être tout et n'importe quoi. Dans tous les cas, tu peux tuer une personne. Tu ne tires qu'en cas de légitime défense où c'est vraiment ta vie qui est en danger. Là, sa vie n'était pas en danger. Donc, dans un cas comme dans l'autre, il mérite amplement une peine de prison. Je trouve que 13 ans pour un homicide involontaire, c'est plutôt pas mal. Après, au cas où c'est vraiment un crime où il a tué de sang-froid suite à une dispute, il méritait beaucoup plus de temps derrière les barreaux. Malheureusement, vu certains témoignages affirmant qu'ils se sont disputés avant, qu'ils ont entendu des cris à 3 heures du matin, je pense personnellement qu'il a tué par jalousie ou suite à une dispute, peu importe, mais que c'était un crime volontaire et non un crime commis par panique comme il ose le prétendre face au tribunal. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Si le contenu de notre chaîne vous plaît, n'hésitez pas à nous soutenir en mettant un petit like. Abonnez-vous juste en dessous si ce n'est toujours pas fait. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Merci à vous et à très vite pour une nouvelle histoire.